Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis comme toujours avec Charles Gave ici présent, en bonne forme j'espère. Oui, enfin, j'ai perdu les clés de mon scooter hier, alors ça m'agace, mais enfin, bref, ça va, ça va. Ça arrive, pas souvent mais ça arrive. Avec ça arrive, c'est emmerdant parce que on est obligé de prendre des taxis et ça agace. Ouais. Alors cette semaine on a eu un sujet d'actualité qui tournait pas directement autour de Zemmour, du coup on va aller direct à l'essentiel. Oui. C'est donc la mort de Bernard Tapie et je me demandais qu'est-ce que vous retenez du personnage. Ah bah c'est un homme intéressant. D'abord, il avait la personnalité, il était rigolo. Il parlait vite, il parlait bien. Euh, mais c'est un être, à mon avis, tout à fait représentatif des années Mitterrand, pardon. Parce que Mitterrand, ça l'agaçait. Donc, des années Mitterrand. Parce que il était, sans trahir de secret, je pense, c'était un faiseur, c'était un escroc. Et on a présenté ça pendant les années Mitterrand comme le portrait de l'homme d'affaires. Donc ça veut dire quand dans la doxa socialiste, l'homme d'affaires, c'était dans le fond un escroc. Et regardez, on vous en a trouvé un qui était parfait, c'était Tapie. Et donc pour moi, c'est une image presque inversée de la façon dont les Français comprennent l'économie. C'est-à-dire que les gars qui font de l'argent, comme lui, il faisait de l'argent en prenant des affaires et en les vidant de leur substance et en la mettant en faillite en 3 ans, ce qui est à la portée d'une intelligence moyenne. Mais je ne crois pas qu'il en ait jamais développé une. Et, euh, et donc c'était tout à fait extraordinaire parce que vous disiez, voilà le mythe que les Français, que la classe dirigeante française, les socialistes, présentent comme l'entrepreneur. C'était tout sauf un entrepreneur, c'était un gentil escroc qui allait piller les gens qui avaient déjà réussi. Ouais. Donc pour moi, c'était, du point de vue culturel, extraordinairement intéressant. C'est grâce aux années Mitterrand, les Français sont maintenant persuadés que tous les hommes d'affaires sont des crapules et que tous les politiciens sont des menteurs et des corrompus. C'était peut-être vrai pendant les années Mitterrand, mais on a vu le résultat. C'était pas une bonne idée. Je veux dire, à partir du moment où les Français, dans leur ensemble, on leur présente une image de l'élite qui est complètement fausse, parce qu'en principe, un homme d'affaires, si vous voulez, c'est un type qui bosse toute la journée. Et, euh, et puis, un homme d'État, c'est quelqu'un qui ne s'enrichit pas. Eh bien, on a foutu en l'air la compréhension des Français de la vie dans son ensemble. Quoi. Mais les Français ont été très bêtes de croire ces trucs-là. Mais Moi, ce que je retiens un petit peu de Bernard Tapie, c'est alors son caractère, parce que évidemment, si on parle d'opinion politique, il on n'a était rien à voir. suffisamment malin pour aller dans le bon sens. Oui, c'est ça. Mais je trouve que il était assez symptomatique d'une époque où on avait beaucoup de gens de gauche qui faisaient valoir le fait qu'ils étaient de gauche à la télévision, etc. Et qui, au fond, avaient l'air de s'en foutre un petit peu, que c'était juste un choix comme ça, un positionnement. Je crois que vous avez raison. Et moi, quand j'étais en fac à Toulouse, encore une fois, il y a bien longtemps, j'avais un professeur de droit qui nous avait dit que l'escroc, c'était le seul qui ne se corrigeait jamais. Parce que ça l'amusait d'enfler les autres. Donc, si vous voulez, un criminel, il peut se repentir, etc. Un escroc, jamais, parce que c'est dans la nature de la bête d'essayer d'escroquer les autres. Et je crois que pendant ces années-là, on a eu toute une série de gars qui, dans le fond, mentaient effrontément à la télévision, en expliquant qu'ils étaient de gauche. Et ils vivaient dans des hôtels particuliers, rue du Dragon à Paris, et qui avaient escroqué un nombre de gens considérable. Mais comme il fallait dire qu'ils étaient de gauche, ils disaient ce qu'il fallait dire pour être reçus à la télévision. Mhm, Oui, absolument. ils n'en pensaient pas un mot. Hein. Oui, c'est ça, ça pouvait être des gens qui publiquement s'affichaient comme de gauche et qui ensuite vivaient dans des 300 mètres carrés à Paris, dans des beaux quartiers, qui pouvaient mal parler aux femmes, etc. Absolument. Et qui était... Mais ça n'avait aucune importance parce que c'était ces années-là, c'était des années curieuses où ce qu'il fallait pour avoir la sensation qu'on avait réussi dans la vie, c'est être vu. Et vu dans les médias. Donc, vous disiez ce que les médias voulaient entendre. Donc, ils vous invitaient, ils vous chérissaient. Et puis voilà, quoi. C'était le règne de l'apparence sur la réalité. C'est ça, c'était l'apparence qui comptait. Ensuite, il n'y avait pas une volonté profonde d'essayer d'être vertueux.
Oh, mais bien sûr que non. Et en plus, Tapi, les affaires qu'il a repris, elles ont toutes plus ou moins périclité, sauf Adidas, où j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé, mais c'était un... Si vous voulez, j'ai connu des gens qui... prenons un autre exemple, un type comme Bernard Arnault. Bernard Arnault, c'est à peu près le même moment, dans les années 80, où il a commencé vraiment à racheter des entreprises. Et il en a fait un empire mondial. Donc on peut dire ce qu'on veut de Bernard Arnault, mais c'était un vrai homme d'affaires. Il a bâti... mais on a dû le voir un centième de fois de ce qu'on a vu là, Tapi à la télévision. On voyait Tapi tout le temps, et c'était lui l'homme d'affaires, alors qu'il y avait Bernard Arnault, qui était un type tout à fait intéressant, avec tous les défauts qu'on peut lui trouver. Mais je veux dire, au moins, c'était pas de l'apparence. Il a travaillé sur des choses réelles. Il a créé LVMH, qui n'était pas rien. Donc je suis absolument bluffé de cette espèce de... On a vécu pendant les années Mitterrand dans un théâtre d'ombre. Ouais. Et je trouve que sa mort sonne un petit peu la fin complète de ces années-là où on pouvait être légèrement de gauche. Aujourd'hui, On pouvait être, pas je dirais légèrement, on pouvait être officiellement de gauche et dans le fond, s'en foutre un petit peu. être une crapule totale sans ça, mais c'était pas grave, quoi. Je C'est ce trouve qu'était que Mitterrand, pour finir. Hein. complètement. Et je trouve que là, on est vraiment passé complètement à autre chose. Aujourd'hui, on voit que la gauche, elle est très très dure avec ceux qui ne sont pas assez à gauche. Mais on sait plus ce que c'est d'être à gauche. On sait plus ce que c'est. Moi, les gens me disent, je demande aux gens, mais qu'est-ce que c'est que la gauche aujourd'hui? Et comment vous la définissez? Moi, j'ai aucune idée. Oui, c'est sûr que ça évolue énormément et la gauche en fait va de plus en plus à gauche. Du coup, on y retrouve des Aller de plus en nouveaux plus à thèmes. gauche, c'est aller vers un truc aussi antiféministe, antidémocratique que la religion musulmane. Bah, Est-ce que c'est apparemment, ça, aller à limite. gauche? Si c'est ça, c'est pas ma gauche. En tout cas, ça n'était pas la gauche de mon père. Et donc, aller à gauche, ça veut dire quoi? Ça veut dire être anti-israélien? Mais pourquoi je devrais être anti-israélien? C'est vaguement une démocratie, alors que dans les autres pays, il n'y en a pas un. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on me dit, je vais à gauche parce que j'aime les damnés de la terre. Mais bouge pas, les damnés de la terre, ils sont damnés tout seuls. C'est de l'incompétence, c'est pas de la malédiction. Et puis, il y a une influence intellectuelle de la gauche qui vient beaucoup des universités, notamment en Amérique du Nord. Aujourd'hui, de plus en Ça, plus c'est la en Europe aussi. déconstruction et tous ces trucs-là. Et du coup, ça vient, il y a beaucoup de nouveaux concepts qui apparaissent chaque mois avec des gens qui se sont dit, oh là là, mais si j'inventais une nouvelle forme d'oppression qu'il fallait combattre, etc. Donc on va à chaque fois plus loin, Le plus loin, meilleur plus loin. pour démonter tout ça, c'est encore Bloc-Côté, là, quand il parle, aussi bien dans ses livres que quand il parle à la Ah, télé française. il est énorme. Il est énorme, mais là, hier, je l'ai entendu parler de tout ce qui était le racisme anti-blanc. Tout ce qu'il disait était parfaitement juste. Mais par exemple, être de gauche aujourd'hui, est-ce que c'est être raciste? Parce qu'ils le sont tous, mais contre les blancs, les hommes blancs. Donc, pour moi, la gauche, c'était l'antiracisme. Pas vraiment, mais enfin, c'était un peu leur chevaux de bataille. Donc, comment peut-il devenir raciste et continuer à dire qu'ils sont à gauche? Bah, c'est parce que ils ont inventé aussi le bon et le mauvais racisme. C'est-à-dire que, en fait, il y a un concept qui se mord la queue, c'est le concept du racisme systémique. C'est-à-dire que, Ah ben, on peut en pas fait, prouver que ça n'existe pas, alors bien, c'est facile. il y a une aporie intellectuelle là-dedans parce que si un racisme n'est pas systémique, alors ce n'est pas du racisme. Alors j'ai envie de dire, pourquoi préciser qu'il est systémique? Puisque s'il n'est pas systémique, alors ce n'est pas un racisme. Ça veut dire que le mot systémique ne sert à rien. Donc, Si ce n'est à montrer que ce n'est pas prouvable. Vous savez ce que disait ce bon Karl Popper? Il disait, une théorie dont on ne peut pas prouver qu'elle est fausse, c'est une religion. Si on ne peut pas prouver que c'est faux, c'est pas de la science, c'est pas de la réalité. Donc on est dans un monde très curieux où on vous annonce que le monde blanc est par définition raciste, parce qu'il est blanc, bon, très bien, et qu'il n'y a que lui qui est raciste. Mais bon, c'est une théorie, mais je peux pas prouver qu'elle est fausse, puisque il n'y a pas de moyen de prouver qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse. Enfin, je veux dire, ils disent, parce que dans la théorie, il y a l'idée que ça n'est pas prouvable. Même si moi, blanc, homme blanc, je dis que je ne suis pas raciste, dans le fond, je ne sais pas que je suis raciste.
Alors, comment puis-je être responsable de quelque chose dont je ne sais pas que c'est fait partie intégrante de moi? Mhm. Oui, bah, il y a énormément de concepts, d'ailleurs depuis maintenant un petit paquet de temps, qui sont en fait juste des postulats de principe. Par C'est ça? exemple, un criminel est un criminel, et alors vous avez un sociologue de gauche qui va vous expliquer que c'est un criminel parce que la société a été méchante envers lui. Bah, on peut pas le prouver, non, mais on suppose que c'est vrai, du coup c'est vrai. Bon, bah d'accord, Non, mais très en bien. plus, si vous voulez, si vous avez une famille, mettons, philippine ou chinoise à Paris qui vit dans des conditions très difficiles, et puis une série de familles maghrébines, il y aura très peu de criminels chez les Philippins et chez les Chinois, et il y en aura peut-être chez les Maghrébins. Donc, vous vous dites, bon, ben alors, qu'est-ce que ça prouve? Tout à fait. Bah, ils expliquent beaucoup que la pauvreté est en fait le facteur principal générateur de criminalité. Si c'était vrai, la profession la plus criminogène qui soit, ce serait agriculteur. Or, c'est pas du tout ce qu'on observe. Non, c'est parce qu'on est là. Et en plus, c'est pas vrai. Toutes les études statistiques montrent que ce que la criminalité a une origine qui est essentielle la plupart du temps, c'est l'absence du père. C'est pas le niveau c'est pas le niveau de revenu, c'est l'absence du père. Donc voilà. Bon. Non, mais enfin, je veux dire, tout ça, ce sont comme vous dites, c'est des postulats. Et si vous n'y croyez pas à ces postulats, vous êtes de droite, parce que c'est comme ça. Mais donc ça veut dire que si je m'attache aux faits et à la démonstration par les faits, je suis de droite. Si je crois au Calembredaine, je suis de gauche. Bah c'est déjà ce que disait Ronald Reagan. Il disait la différence entre la droite et la gauche, c'est que les républicains y croient en Dieu et les démocrates y croient au Père Noël. Bon, C'est pas mal. Bon, on a commencé sur Bernard Tapie, on finit sur l'antiracisme. Je trouve que mais lui, il a fini par se faire casser la gueule d'ailleurs. oui, justement, Juste avant de mourir, il tout s'est à fait fait. ratatiner la figure, Il y a alors quelques qu'il mois. disait au gars qui lui tapait dessus, mais je vous ai toujours été favorable. Je lui ai dit, vous avez rien à foutre, il lui tapait dessus quand même. Et voilà, et un de ses agresseurs lui a répondu on s'en fout, c'est fini ce temps-là. Sous-entendu, c'est fini ce temps où tu pouvais être un blanc de gauche paternaliste Voilà, et être maintenant, notre bon maintenant, on maître. te tape comme les autres. Et maintenant, on est à égalité, voire même on est au-dessus de toi, du coup, tu dois te soumettre. Et ça, ce genre de fait divers force un petit peu les gens à choisir entre se faire agresser comme ça, même si on est de gauche. D'ailleurs, c'est arrivé la semaine dernière avec un couple à Lyon, où la fille du couple euh, croyait profondément au privilège blanc. Elle ne pensait pas que le racisme anti-blanc pouvait exister. Elle se fait casser la gueule parce Elle qu'elle se était fait blanche. casser la gueule et ses agresseurs la traitent de sale gouère, de sale blanche. Ben, je peux vous dire qu'après ça, elle a fait un tour à 180. Qu'est-ce que c'est qu'un conservateur? C'est un homme de gauche qui a été attaqué dans un ghetto, comme on disait autrefois aux États-Unis. C'est sûr qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens de gauche qui dévient vers la droite, on voit beaucoup moins l'inverse. Deuxième sujet, Éric Ciotti a dit que, d'ailleurs il l'a réitéré parce qu'il l'avait dit déjà il y a un mois, il a dit qu'en cas de second tour, pas Marine Le Pen, Zemmour, Macron-Zemmour, il voterait Zemmour. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas tellement ce que vote Éric Ciotti, j'en ai à peu près rien à foutre, mais ce qui est intéressant, c'est que, aussi bizarre que ça paraisse, Zemmour, tout en étant plus radical que Marine Le Pen, est plus socialement accepté. C'est plus socialement acceptable de dire je vais voter Éric Zemmour que je vais voter Marine Le Pen. C'est quand même... je trouve que ça montre que la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen, non seulement est critiquable, mais je veux dire, ne sert à rien au final. Je crois que la dédiabolisation, c'était d'essayer d'apparaître comme une bonne personne. Et les gens, je me trompe peut-être, hein, mais là, les gens, dans le fond, méprisent Marine Le Pen parce que ça n'est pas une intellectuelle. Il y a un profond mépris de la classe médiatique pour le type qui, dans le fond, est du peuple et tient mal sa fourchette, quoi. Ça paraît. Et je crois pas qu'on aurait dit ça si Marion avait été là, parce que Marion a la réputation d'une fille intelligente et qui travaille. Tandis que Marine, elle a quand même la réputation de quelqu'un qui est un peu plan-plan, quoi, qui est pas... Tout
Tout à fait. On n'a pas, Il y a- on n'a pas des fulgurances chez Marine, quoi, c'est pas... Tout à fait. Même chez les adversaires politiques d'Éric Il, Zemmour, il a... il n'y a pas un mépris intellectuel comme il peut Ils y ont avoir peur avec de Marine. lui intellectuellement, Complètement. alors qu'ils n'ont pas peur de Marine. Complètement. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a un membre de la République En Marche qui aurait dit, donc en interne, c'est une information qui est sortie hier ou ce matin, si Zemmour est à 25% en février, c'est là qu'il faudra l'assommer. Et je trouve que c'est révélateur, bon, déjà d'une part de la méchanceté et comment dire, du manque de probité de cette classe politique, d'une part, mais d'autre part, je pense pas qu'ils auraient dit ça de Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen, ils savent comment la gérer politiquement, ils savent comment la battre, ils savent qu'il suffit d'évoquer Oradour-sur-Glane et le tour est joué. Alors que Zemmour, on sait pas. Non, non seulement on ne sait pas, mais je crois que leur crainte infinie, c'est que Zemmour ne fasse voter les abstentionnistes. Parce que c'est de loin le plus grand parti de France, et leur nombre ne cessait d'augmenter. Et moi, ce qui me surprend quand j'entends Zemmour, quand je le vois en meeting, c'est quand même, il a l'air d'attirer des tas de gens qui n'étaient plus tellement attirés par la politique, quoi. Et ce qui me semble être en train de se passer, là, c'est très subjectif. Vous savez, j'ai souvent dit ici ou dans mes écrits que la bataille politique se passait toujours sur le plan du logos, c'est-à-dire ce que les Grecs appelaient le logos, c'est-à-dire la parole. Et donc, celui qui domine le logos, et donc qui impose en quelque sorte l'ordre du jour des débats, c'est toujours celui qui gagne en politique. Or, ce qui est en train de se passer, c'est que Zemmour est en train d'imposer ses concepts à lui, son logos à lui, aux autres. Complètement. Et ça, j'avais vu ça arriver une fois dans ma vie avant, c'était en Angleterre avec Madame Thatcher, qui avait complètement déplacé le logos des travaillistes et qui l'avait remplacé par le logos conservateur sur lequel l'Angleterre est toujours gérée 40 ou 50 ans après. Hein, donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il est en train sans doute de se passer en France en ce moment un changement du logos dominant. Et qu'à l'origine de ce changement, il y a Zemmour. Et pour moi, c'est une révolution. C'est une révolution hallucinante. Voilà. Ce qui s'est passé en un mois, il a en un mois reconfiguré toute la droite française. Mais il a réussi le logos, la façon de parler. Ouais, complètement. Et maintenant, on a ces éléments de langage. J'ai vu hier, il était chez Laurence Ferrari. Et dans la fin de l'émission, il y avait d'autres intervenants, par exemple François Pupponi, qui est maire de je ne sais plus quel coin, qui est quand même un ancien du Parti Socialiste. Et alors François Pupponi, au bout de 2 minutes de conversation, même pas, lui dit oui, effectivement, il y a un remplacement de population, machin. Moi, je me suis arrêté devant ma télévision. Je me suis dit, non, 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 tu peux pas juste dire ça. Il y a 3 ans encore, parler de grand remplacement, c'était limite criminel. C'était aller dans le Gers et retourner vivre tout seul, quoi. Donc, complètement. Et là, on a un maire socialiste qui nous dit oui, effectivement, il y a un remplacement et qui balaye ça d'un revers de main. Genre, oui, bon, maintenant on le sait. Je dis, non, 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 il y a 2 ans, on le savait pas. On le savait. Enfin, nous, on le savait, mais on n'avait pas le droit de le dire. voilà, il y avait 20% des gens qui le savaient, qui l'avaient conceptualisé, etc. Là, il dit ça comme si c'était une banalité absolue. Maintenant, il impose ses thèmes comme des banalités. Je trouve que Mais c'est ce que j'appelle impressionnant. C'est ce que j'appelle le logos, c'est-à-dire que maintenant, c'est lui qui contrôle le sens des mots. Complètement. Il y a aussi, il y a 2-3 jours, il y a cet élu Les Républicains, Gilles Platré, qui parle d'épuration ethnique dans sa ville. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en France? Moi, j'arrive pas à suivre la droitisation soudaine. C'est pas la droitisation soudaine, c'est, je crois, le retour de la réalité. C'est-à-dire qu'ils sont servis du langage, la gauche, comme vous l'appeliez tout à l'heure, pour masquer la réalité. Pendant 10-15 ans, ils utilisaient des mots pour nous empêcher de voir la réalité. Et c'est vraiment l'histoire de l'empereur qui est tout nu, ou du roi qui est tout nu. Là, on est dans un monde où d'un seul coup, les Français se réveillent, ils se disent mais on est à poil. On est tous à poil. Et dans le fond, ce qui leur a fait Zemmour, c'est le gamin qui dit mais le roi est nu, quoi. Et donc, comme réaction à ça, il semblerait que les Républicains changent leur cheval de bataille.
Au départ, ils étaient plus sur une alternative Bertrand-Pécresse. Et apparemment, ils sembleraient privilégier Barnier. Vous voulez dire ils vont passer de Séraphin-Lampion et Bécassine comment on pourrait l'appeler Barnier? C'est vraiment le grand méchant mot. Écoutez, c'est une plaisanterie, parce que si l'un des problèmes de la France aujourd'hui, c'est sa souveraineté, sans parler de son identité, on vient de parler de son identité, mais la souveraineté, Barnier n'a cessé depuis 40 ans d'œuvrer au fait que la France transférait ses souverainetés les unes après les autres vers l'Europe. Complètement. Donc voir ce gars arriver en disant bon, c'est pas grave, je me suis trompé pendant 40 ans, mais maintenant j'ai compris. Non, vous n'allez pas demander au général qui a présidé la défaite en 1940 de commander le débarquement en Normandie, quoi. Faut pas rigoler, quoi. Pendant 40 ans, il a appris à chaque pays de l'Union européenne qu'il fallait concrètement fermer sa gueule face aux institutions européennes. Et aujourd'hui, il nous apprend qu'il faut braver les institutions, même si elles vont contre nous. C'est hallucinant. Mais c'est même pas croyable. Par exemple, j'ai vu aujourd'hui qu'en Pologne, je connais rien à la Pologne, etc., mais ils ont l'air d'avoir des ennuis avec la Cour de justice européenne. Ils entendent gérer leurs juges comme ils l'entendent, en fonction de la majorité. Et il y a un juge qui apparemment n'était pas en bonne de sainteté avec le gouvernement polonais actuel, qui a été déplacé d'un endroit à un autre. La Cour de justice européenne est en train de se saisir du cas. Mais c'est extraordinaire, si je ne peux pas déplacer un juge qui a fait des saloperies alors que je suis président de la République ou qui a pas obéi à mes ordres, eh ben, ça ne regarde pas la République, ça ne regarde pas la Commission européenne, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Complètement. Donc, j'ai pas entendu Barnier gueuler contre ce coup-là, quoi. Et d'ailleurs, son comportement aujourd'hui révèle quelque chose, c'est que les commissaires européens, enfin toute la classe politique très européiste, nous a appris pendant 30 ans qu'on ne pouvait rien faire en dehors de l'UE, que l'UE c'était la toute-puissance, qu'il fallait surtout pas braver, etc. Et là, on a Monsieur Europe, parce que concrètement c'est ça qu'il a été pendant 40 ans, on a Monsieur Europe qui vient nous dire que, ah bah oui, tout à fait, on peut dire non à la CEDH, on peut dire non à la Cour de justice de l'Union européenne, etc. Bah écoute, c'est quand même ce que dit Zemmour depuis des années et on le prend pour un... On l'a traité, vous le premier, vous l'avez traité. Mais je crois que ça a une raison, si vous voulez, c'est que Barnier est bel homme, il est grand, il a les cheveux blancs, et donc on se dit il ferait un président potiche parfait, alors que les deux autres, Séraphin Lampion et Bécassine, on les imagine pas en président, parce que lui, il a un peu la stature physique. Il a une stature physique. Mais il a que ça, je veux dire, encore une fois, c'est une carcasse vide, mais il a ça. Concrètement, ouais. Parce que j'ai essayé de l'écouter un petit peu, c'est vrai qu'il est concrètement chiant à mourir. Mais il a... C'est comme ça que vous faites carrière à Bruxelles, vous les avez à l'usure. Ah oui, concrètement. Ouais. Vous prononcez un discours et à la fin, personne ne se souvient, on va voter pour lui pour qu'il s'en aille, quoi. Mais en France, ça va être une autre paire de manches. Dernière chose, on a encore un nouveau sondage. Alors là, je sais plus quoi faire parce que la semaine dernière... On était à 13. On était à 13. Et pour rigoler, je disais on va prendre un petit peu d'avance, puisque chaque semaine il prend 2%, je dis on va le mettre à 15. Bon, il est à 17. Oui, il est à 17. Il est à 17, Marine Le Pen à 15, Bertrand à 13, donc il serait qualifié au second tour selon ce sondage. Et Papa Harris. Le Pen voterait pour lui? Oui, probablement. C'est ce qu'il a dit, celui qui sera devant dans les sondages, je voterai pour lui. Mais en théorie, Marine Le Pen devrait céder sa place aussi, puisqu'elle a dit, et à plusieurs reprises, que ce qu'elle fait, elle le fait pour la France et non pas pour elle. Et donc si un jour il y a un candidat du camp, on va dire, national, qui est mieux placé qu'elle, eh bien elle céderait sa place. Vous savez ce qu'elle va dire? C'est qu'elle va dire que finalement Zemmour, c'est pas un candidat national. Oui, certainement. Certainement, juste après avoir dit qu'il lui volait tous ses thèmes, c'est vraiment « Eh, mais tu m'as volé mon programme !» Et après c'est « Non, mais nous n'avons rien à voir. » Oui, faut choisir. Non, mais entre Bertrand, qui est à 13 ou je sais pas quoi, sans compter que, Hidalgo, la candidate de gauche, quoi, est à 4 ou à 5. Oui, elle doit être entre 4 et 6. 4 et 6, c'est-à-dire que les anciens partis gouvernement
Mettons les Républicains et les socialistes, allez, font 18% du vote aujourd'hui. Ouais. Et moins que ça dans l'hypothèse où c'est Barnier, moins que ça dans l'hypothèse où c'est Pécresse, parce que Pécresse est donné à 11, Barnier à 8, je crois, ou 9, 10. Donc encore moins dans ces cas-là. Écoutez, c'est absolument extraordinaire parce que on est en train peut-être d'assister à la fin du piège Mitterrand-Le Pen. C'est-à-dire que Mitterrand avait créé Le Pen de toutes pièces en donnant l'ordre qu'on le mette à la télévision, que l'on voit beaucoup pour que son parti monte. Et ensuite, ce piège s'était refermé avec Chirac, qui a toujours refusé de négocier le RPR et Le Pen. Et donc, ça fait que la droite, en ayant, mettons, 55% des voix, a toujours été dans la minorité depuis... c'était l'inverse du piège communiste pour la gauche dans les années 50, 60, 70. Et donc, ce que réussit peut-être à faire Zemmour, et son titre de gloire dans l'histoire, ça sera peut-être d'avoir fait sauter le verrou Mitterrand sur la droite. Complètement, parce que c'est un double verrou. C'est un verrou d'abord électoral, parce que bah, en termes de nombre, forcément, on est divisé en deux parties. Et c'est un verrou programmatique, parce que si le RPR s'assumait un peu trop de droite, on lui dirait bah vous êtes le péniste donc vous êtes d'extrême droite, et c'est un piège rhétorique auquel ils ont été très fragiles. Et j'ai vu ça dans plein de villes du Midi, où là, le Parti Socialiste fait 40%, et puis chacun des deux autres fait 30%. Et le Parti Socialiste gère la ville depuis 30 ou 40 ans, parce que les Républicains et les Le Penistes ne peuvent pas se voir, quoi. On a bien vu ça aux dernières régionales, où la plupart des... Enfin, quand le candidat Les Républicains devait affronter le candidat du Rassemblement National, il se mettait avec toute la gauche derrière, plutôt que de se dire bah, on va s'allier, comme ça on a directement une majorité, on est tranquille. On est tranquille. C'est Renaud Muselier, je sais plus si c'est Muselier ou Bertrand, je crois que c'est Xavier Bertrand qui disait préférer être avec les communistes qu'avec les identitaires. Je trouvais que quand même mettre sur le même plan cette idéologie qui a tué des millions de gens, 100 millions. Des dizaines, voire une centaine de millions de gens, et le fait de vouloir une forme de continuité historique dans son pays, dans sa civilisation, c'était une faute morale que j'aurais du mal à décrire avec de simples mots. Oui, et ça veut dire que ça lui interdit d'être élu. Ça lui interdit d'être élu, parce qu'il peut peut-être aller gouverner dans le Nord avec les communistes, mais il peut pas. Il peut pas. Non, mais on est en train d'arriver à un moment de basculement historique, où dans le fond, il y a toute une série de choses qui ont tenu pendant 30, 40, 50, 70 ans, et c'est en train de, les unes après les autres, de basculer. Donc l'une d'entre elles, c'est peut-être la situation politique de la France, qui, à mon avis, est complètement fluide. Ouais, là j'ai vraiment l'impression d'assister à un moment d'histoire politique comme on a rarement vu depuis longtemps. Ça ressemble un petit peu à l'arrivée de Trump, qui a été élu complètement. Où d'un seul coup, les gens des journaux se sont réveillés le lundi matin avec les gueules de bois en disant comment Trump est élu, mais ils n'en revenaient pas, quoi. Complètement, d'abord méprisé. Il est insignifiant, mais on en parle quand même parce qu'il a certaines formes d'outrance, etc. Il a son caractère, et donc on en parle malgré tout. Et donc il monte. Au sein de la droite, au début, il est un petit peu méprisé parce que quand même l'appareil républicain avait été néoconservateur pendant des années. Donc c'était et puis ils essayaient toujours de s'accorder avec leurs copains démocrates, parce que il fallait être prêtre de l'assiette au beurre, quand même. Complètement, avec ce que Eisenhower appelait le complexe militaro-industriel, etc. On est partout. Donc on s'accorde avec une forme de progressisme venu de la gauche, et nous en échange on va pouvoir faire des guerres tranquilles sans se faire emmerder politiquement. Et des gens qui étaient dans cette veine-là depuis 20, même 30 ans, se sont mis à être ultra conservateurs avec Trump parce que c'était la droite qui gagnait, quoi. Et là, Zemmour est en train de montrer quelle droite peut gagner, et c'est surtout pas une droite complexée, au contraire, même j'ai l'impression que depuis quelques jours, il y a une prime à la radicalité. Oui. Donc il est en train d'inverser complètement les codes de la communication politique, c'est hallucinant. Et c'est très intéressant, parce que du coup, on voit des tas de pauvres gars qui, dans les radios et les télévisions,
se mettent à proférer des mots qu'ils n'avaient plus proférés depuis 30 ans, je sais pas, nation. Dans quelques temps, il y en a quelques-uns qui, à mon avis, vont parler d'honneur. C'est une notion qui va revenir sur le devant de la scène. Ce serait une bonne chose. Ouais. Oui, ça ne nous ferait pas de mal. Hein. Ouais, ça ne ferait pas de mal. Et donc la deuxième partie du sondage qui était aussi intéressante, c'est que c'était l'Institut Harris Interactive, qui avait testé l'hypothèse du second tour entre Macron et Zemmour. Alors Macron serait gagnant à 55-45, ce qui est un écart quand même assez large quand c'est effectif le jour d'une élection. Mais enfin, moi, du coup, mon réflexe... C'était le sondage pour Madame Clinton contre Trump. Oui. Même l'avant-veille de l'élection. Absolument. Bon, après, il y avait après le système américain, un peu différent. Il est pas global, donc. Mais oui, c'est tout à fait intéressant. Et moi, ce que j'ai regardé juste après ça, c'est la liste des sondages du second tour de 1981. Et à la même époque, Giscard est donné à 57, voire même 59% voilà. face à Mitterrand. Et finalement, ça n'a pas été ça le résultat. Finalement, le résultat n'a pas été tout à fait ça, et l'histoire a bien changé. Donc, est-ce que vous pensez, moi très franchement, il y a quelques mois, je me disais que Zemmour, de toutes les manières, c'était une bonne idée, parce que il allait peut-être reconfigurer la droite, il allait au moins parler de certains thèmes, même si c'était une candidature témoin, c'était pas inintéressant. Et là, c'est en train de devenir beaucoup plus grand que ça, en très peu de temps. Et est-ce que vous pensez qu'il peut gagner ? Moi, je pense honnêtement, non seulement qu'il peut gagner, mais qu'il va gagner. Parce que je ne crois pas, mais une seconde, que le président de la République actuelle soit à 24%. Je me balade partout en France, j'écoute les gens. Marqué on me dit toujours, il n'y a que moi qui parle, mais enfin, j'écoute de temps en temps. Je tiens à infirmer ce bruit qui court, qui n'est pas vrai. Il m'arrive d'écouter les autres. Eh bien, je tiens à dire que je n'ai encore rencontré aucun supporter du président de la République actuelle. Et je me demande comment un type donc, que tout le monde, unanimement, quand j'en parle, déteste, peut faire 24% des voix. Ça me paraît un mystère de la statistique. Enfin... Il y a une grosse différence dans la nature du vote Zemmour et dans la nature du vote Macron, c'est que je pense que le vote Zemmour est un vote idéologique. Et c'est un vote de conviction. Les gens vont y aller parce qu'ils ont envie d'aller voter. Complètement. Les votes de Macron, ils vont y aller en traînant les pieds parce que la pêche est fermée ce jour-là. Le vote de Macron, c'est un vote sociologique. C'est les étudiants qui aiment bien prendre des spritz en terrasse ou les boomers qui ont peur du Covid. Ils se réfugient chez Macron parce que c'est le candidat du statu quo. On n'a pas trop envie que la société change. On est bien dans nos habitudes, dans notre confort au quotidien. Et donc, on vote Macron par réflexe et pas du tout par conviction. Oui, c'est pas du tout impossible. Moi, je ne connais personne qui aime Macron. Enfin, je veux dire, qui soit séduit par Macron. Je connais des tas de gens qui y vont comme un âne qui recule, quoi. Moi, j'ai déjà vu certains de ces énergumènes. Alors, j'ai essayé de comprendre le phénomène. Je me suis dit, comment ça se fait? Parce que quand même, moi, ça me saute aux yeux. Je veux dire, normalement, pour le commun des mortels, ce qui se passe depuis 5 ans en France, c'est quand même hallucinant. Et c'est dans la continuité de ce qui s'est fait 40 ans avant. Donc, le candidat du nouveau monde, j'y crois pas tellement. Et j'ai essayé de savoir en quoi il était fantastique. Et j'avoue que là, pour le coup, j'ai pas trop eu de réponse. Donc c'est oui, il est génial. Ah oui, alors expliquez-moi en quoi il est génial. Oh bah il est génial. Oui, bon ben c'est... Bon ben... Je crois que... Là, il va tomber sur quelqu'un qui a de la foi, qui a de l'enthousiasme, et dans lequel les gens se reconnaissent. Et qui a des sacrés soutiens. Et qui a des sacrés soutiens, mais... Je crois que la mort de Macron, c'est que le peuple va se soulever. Le peuple français est en train de se soulever. Ouais, très franchement, là, ça faisait plusieurs mois, voire même plusieurs années. Qu'on espérait. Que je me disais, est-ce que là, c'est pas vraiment la fin, quoi? Ouais, parce qu'à chaque fois, on se dit, oui, la France est toujours relevée dans son histoire. Je dis, oui, peut-être jusqu'ici.
Mais peut-être que là, c'est la fin. Les nations ne sont pas éternelles. Nous Peut-être que là, autres c'est la nations savons que nous sommes mortels, comme disait Valérie. fin. Absolument. Et Donc, donc, je me disais, est-ce que là, c'est vraiment la fin? eh ben Et, peut-être pas. et ben là, peut-être pas. Peut-être Là, je pas. commence à y croire. Voilà, ben, moi je suis vieux. Et pour la première fois depuis 40 ans, depuis l'élection de Mitterrand, je me dis, tiens, il n'est pas exclu que le peuple français, le peuple de France se soulève. Ce serait intéressant. Ce serait très intéressant. Et je crois que c'est une très bonne conclusion pour cette émission. Donc, soulevez-vous. Ne laissez pas votre pays Soulevez-vous, pris mais dans l'ordre, par les autres. et allez voter. Je veux dire, c'est pas la peine d'aller casser les préfectures, ça sert à rien. Mais soulevez-vous, vous les gilets jaunes, vous tout le monde, mais Soulevez-vous intellectuellement, intellectuellement, spirituellement. et sortez de votre période d'acceptation d'être dominé. Complètement. Je conclus donc cette émission là-dessus, sur ce beau message. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion avec Charles Gave. Merci.